Mesdames et messieurs, chers amis internautes, tout est plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans, devant vos ordinateurs, pour suivre BM Télévision, surtout cette émission Clin d'œil politique, et j'ai l'immense plaisir de vous la présenter. C'est aujourd'hui. Nous recevons pour vous sur ces plateaux M. Crispin Landa. Il est président des ouvriers du plan des dieux pour la République démocratique du Congo. Qui est-il vraiment? Vous allez le connaître aujourd'hui. Je m'en vais lui poser la question aussi, comment il va? Merci, je vais bien, je suis en bonne santé. C'est la première fois que vous passez sur notre plateau, nous sommes heureux de vous recevoir. Merci bien. Et voilà, nous allons directement à la première question. Qui est concrètement Crispin Landa? Alors, si je dois me définir moi-même, en dehors de mon nom, Crispin Landa Ibanda, je suis père de famille, je suis marié, père de famille, je suis journaliste de formation, mais en particulier j'aime bien dire que je suis un chrétien catholique convaincu, et j'aime bien que l'on sache que je ne suis pas de ceux qui cachent leur foi. Je suis un homme de foi. Je pense que la vie des êtres humains sans Dieu n'a pas de sens. Alors, si vous voulez que je continue la présentation, Je vous en prie. nous avons monté les commissions justice et paix à l'époque, de 97 en vérité jusqu'en 2004, j'y étais. Nous avions trouvé, à l'époque, à la commission de justice et paix, il n'y avait que 4 commissions qui fonctionnaient à travers le pays. On a fait un travail de titan, nous avons monté cette commission qui fait aujourd'hui l'honneur de l'Église catholique, après l'abbé Dominique Aranga, paix à son âme, qui est décédé. Je crois qu'il n'y a pas un autre ouvrier plus prégnant de cette aventure pastorale de la mise en place des commissions de justice et paix qui a évolué. Aujourd'hui, si on parle de la mission d'observation électorale de la SENCO et même de l'ECC maintenant, c'est parce qu'il y a eu un fondement, la commission épiscopale de justice et paix, tout le travail que nous avons fait à installer ces commissions à travers les diocèses, c'est ça qui a porté la dynamique de l'engagement pastoral de l'Église sur les questions de justice et de paix et de droits de l'homme. Et aujourd'hui, on en récolte le fruit à travers les missions d'observation électorale. Puis après, je suis allé travailler ailleurs, aux Nations Unies, mais dans l'entretemps, je n'ai pas renoncé à mon engagement de foi, et il se fait que j'ai été élu président du Conseil de l'apostolat de laïque catholique du Congo en 2009. Je co-anime, je ne suis pas président, je suis coordinateur adjoint d'une association écuménique que nous appelons les ouvriers du plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. C'est une association d'abord de gens qui ont des expériences mystiques, des expériences spirituelles hautes, sur la vie du pays. Ces expériences, nous les avons vécues, pour la plupart d'entre nous, dans la vingtaine. Nous sommes un groupe d'une dizaine de personnes. Illuminés. Oui, pas dans le sens négatif qu'on donne au qualificatif illuminé. Nous, nous sommes illuminés en ce sens que nous sommes de lampes allumées par le Seigneur. Je vais vous donner un exemple de choses que les gens ignorent. Vous savez, nous venons de passer 5 ans d'un régime qui a été installé après une grande action que nous avons menée. Expliquer à la classe politique comment on peut sortir d'une dictature vers une démocratie, comment on doit sortir plus concrètement
comment convaincre le président Joseph Kabila de renoncer au 3e mandat pour qu'il libère le processus de démocratisation. Les politiques étaient KO, knockout. C'est nous qui nous sommes levés pour dire aux politiques, pour que vous puissiez réussir ce pari-là, voici ce que le Seigneur montre comme solution. Il faut signer en bonne et due forme un acte de renoncement à la vengeance et aux poursuites à l'endroit du chef de l'État et de tous ceux qui lui sont chers. Et ça, c'est l'expérience passée? Ça, c'est l'expérience mystique que Dieu communique à un individu. Et maintenant, nous la transposons sur le plan politique. Nous expliquons aux politiques comment cela doit marcher. Voilà en quoi nous sommes des lampes allumées. Nous sommes comme le Seigneur de personnes dit, que Dieu utilise pour notamment éclairer la nation et marcher correctement. Mais présentement, nous sommes pendant une période électorale. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? C'est quoi le plan de Dieu pour la nation congolaise actuellement? Le plan du Seigneur pour faire avancer le pays, on a montré au président la voie qui est la voie de la rectitude, la bonne voie. Rassembler tout le monde, on allait sûrement dissoudre certaines institutions, on réforme les institutions pour que on parte sur des nouvelles bases. Monsieur Landa, généralement en RDC, quand on est autour d'une table et ça finit par le partage. Oui, mais... Le partage du gâteau, c'est tout ce que la population ne voulait pas. J'entends qu'on puisse respecter un cycle électoral connu, ça quand même c'est avantageux. J'entends toujours cet argument-là de partage du gâteau comme si c'était quelque chose de mauvais. Mais, mes chers amis, les élections en tant que telles, c'est quoi? C'est un partage de gâteau. Les élections, c'est pour que vous puissiez choisir des personnes qui vont diriger. Que la population a choisi et non désigné. Ok. Qu'on les désigne par un groupe d'individus ou qu'on les désigne par l'ensemble de la population, c'est toujours désigné. Et ce qu'ils vont faire n'est pas du tout différent. C'est la même responsabilité qu'ils vont assumer. Seulement, on passe par les élections pour répondre à une théorie qui veut que la masse ne pouvant pas être elle-même gouvernante, elle délègue le pouvoir. Mais ce n'est pas du tout différent de la réunion, la concertation des élites et des corps sociaux d'une nation, qui sont d'ailleurs plus structurés et moins manipulables, qui puissent choisir les gens qui dirigent le pays, que la grande masse. Regardez ce qui se passe dans le pays. Depuis que l'on a commencé le processus électoral, je peux même descendre, je peux aller jusqu'à la période où j'étais devenu adulte sous Mobutu. Les élections ne donnent pas toujours vainqueurs les personnes que la population a choisies. Depuis tout ce temps-là, on continue à recuser, à faire croire aux gens que les élections, c'est la seule manière de pouvoir accéder au pouvoir. C'est faux. Là, vous me renvoyez à penser à cette phrase « du mal sortira le bien », prononcée par le cardinal. Oui, bien sûr. Mais nous allons quand même avancer. Monsieur Landa, n'est-ce pas que la campagne électorale nous démontre autre chose? Je donne l'exemple. On a vu le chef de l'État sortant, Félix Antoine Tshisekedi, combien il est reçu actuellement en Isiro, dans le Grand Équateur, n'en parlons pas. On voit Moïse Katumbi, comment il est reçu à Kalemi, je ne sais pas moi, dans le Kassai également, mais ça ne démontre pas suffisance que les Congolais sont loin je dirais de cette division, de cet tribalisme qu'on a tant redouté. De manière générale, les Congolais dans l'ensemble n'acceptent pas
le tribalisme en tant que tel, tel qu'on on l'explique, même si nous sommes chacun très attachés à sa culture, ça veut dire à son clan, à sa famille, à sa tribu. Mais ce qui se passe, je ne sais pas, je ne suis pas très bien la campagne, mais je n'ai pas encore appris que Katumbi est allé au Kasaï. Pas au Kasaï, mais à Kisangani. On a vu comment il était accueilli à Kisangani. Il y a des zones où les tensions de ce type-là ne sont pas fortes. À ce que je sache, la Moé, Senko et CC accompagnent depuis un bon temps la CENI. Alors, c'est pratiquement incompréhensif qu'aujourd'hui, une structure de l'Église catholique qui accompagne la CENI, dont le cardinal ne cesse, je dirais, de tenir des propos qui n'encouragent pas. Vous avez suivi le communiqué de la CENI. Oui. La structure technique qui accompagne fait un travail, je dirais, technique. La conférence épiscopale, elle est politique et pastorale. Politique dans le bon sens. Hein. C'est la gestion des affaires de l'Église, c'est l'orientation de la manière dont on doit manager toutes les questions pastorales, sociales dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit quand je dis politique. C'est elle qui prend la responsabilité du travail technique. Les techniciens font les observations. Par exemple, quand le cardinal dit du côté de la CENI, nous ne sommes pas si sûrs qu'ils sont prêts à organiser les élections. Ça, c'est une question technique. C'est sûr que ça vient de la mission d'observation. C'est la mission d'observation qui leur dit, attention, au jour d'aujourd'hui, la distribution du matériel est à tel niveau. Dans tel diocèse, dans tel territoire, on observe qu'il y a encore des zones qui ne sont pas couvertes. Ça, c'est la Moé qui dit. Mais après, quand eux ont dit, l'institution conférence épiscopale tire les leçons de ce que techniquement la mission d'observation a dit. Donc la CENI invite la Moé et Senko de se solidariser du propos du cardinal, c'est impensable. Non, ça n'a pas de sens. Ça ne peut d'abord pas se faire. C'est comme si à la CENI, là, on disait que le secrétariat technique, on appelle ça, le secrétariat exécutif de la CENI se désolidarise de la plénière de la CENI. Ça n'a pas de sens. Le secrétariat exécutif dépend de la plénière. Donc, la plénière de la CENI, c'est l'institution politique. Tout membre de la plénière est engagé par ce que la plénière dit. Vous n'allez pas demander au secrétariat exécutif de la CENI de pouvoir se désolidariser d'un membre de la plénière de la CENI. Ça n'a pas de sens. La mission d'observation ce n'est même pas un organe, c'est un projet qui est au sein d'un organe de la conférence épiscopale qu'on appelle la commission épiscopale justice et paix. Ils ne peuvent pas se désolidariser du cardinal. Alors, les propos incompris du cardinal, mal interprétés par certains, des jeunes qui s'élèvent pour notamment prendre des décisions qui ne pourront pas arranger les choses. Vous êtes de la société civile. C'est quoi le message que vous lancez à la population congolaise, surtout pour l'apaisement et surtout pour que la paix revienne dans ces sens-là? Vous savez, je suis habitué à voir comment les politiques s'agitent quand l'Église, en particulier l'Église catholique, prend la parole. C'est souvent parce que l'Église dénonce quelque chose qui est vrai que l'on s'agite. Depuis Mobutu, c'est connu cette affaire-là. Mais c'est après, lorsque le temps sera passé, que les gens viennent au confessionnal, qu'ils viennent dire « vous aviez raison ». Regardez hein, ce que les gens du PPRD ont fait après. Hein. Ils sont allés, je ne veux pas dire s'incliner, mais ils sont allés vouloir
s'amender devant le cardinal, devant la Senco, pour dire si nous vous avions écouté, ceci ne serait pas arrivé. Ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir se comportent sur ce plan éthique de la même manière que ceux qu'ils avaient décriés hier. Je demande si message j'ai à donner aux jeunes, en particulier aux jeunes de l'UDPS, de faire très attention. Le discours des responsables de l'Église n'est pas un discours contre la nation, ni même contre leur parti politique. Le discours de l'Église, c'est un discours qui se situe au-dessus de la mêlée pour l'intérêt supérieur bien compris de la nation. Par contre, leurs acteurs politiques, leurs leaders politiques, n'ont pas pour objectif l'intérêt bien compris de la nation, l'intérêt supérieur de la nation, mais l'intérêt de leur pouvoir en termes de avantages et privilèges qu'on en retire. Voilà d'où vient le problème. L'Église voit le bien de la nation. Le politique voit son bien personnel. Et chaque fois quand l'Église dit « Attention, l'acte que vous posez à ce niveau va freiner l'évolution convenable de la nation, la cohésion, l'unité, la souveraineté du peuple », généralement, les politiques, quand ils sont en action, ils trouvent que l'Église les gêne. Alors, ils font de la manipulation de l'opinion pour qu'on rejette l'Église. Et comme ils ont les moyens matériels, financiers, mais aussi et surtout qu'ils ont l'impérium du pouvoir, ils essayent de conduire l'opinion, de dresser l'opinion contre l'Église, qui, elle, en vérité, est l'allié sincère du peuple. Et en ce terme-là, je crois, très sincèrement, et je le dis avec fierté, que l'Église, c'est vraiment comme les pasteurs de brebis. L'Église garde les brebis. Par contre, les politiques, il y en a très peu qui ont cette hauteur de vue et, je dirais même, cette vocation de se dire au service du peuple. D'ailleurs, vous savez comment on définit la politique? Comment on définit un parti politique? Un parti politique, ça se définit comme une association de gens qui veulent conquérir et conserver le pouvoir. On parle du processus électoral, bien sûr, après le départ, je dirais, parce que la mission de la francophonie n'a pas pu auditer le fichier électoral de la CENI, et actuellement c'est la mission d'observation de l'Union européenne qui vient également de plier bagages et partir. Mais ça augure quoi? Vous êtes de la société civile, c'est un bon signe pour ces processus électoraux qui pourra peut-être manquer des observateurs internationaux. Alors, les gens qui sont du côté du pouvoir, ils vous diront, nous avons réussi de protéger la souveraineté du Congo parce que nous, on ne va pas observer les élections en France ou aux États-Unis. Ça, ce sont des discours mensongers. Jusqu'en 2018, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir appelaient la communauté internationale à non seulement observer les élections, mais même, ils ont même demandé à un moment donné aux Nations Unies, via la MONUSCO, de certifier les résultats des élections. Parce que ils savaient que ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire à l'époque les FCC, organisaient les élections de manière à ce que il ne soit pas possible de respecter la vérité des urnes. Mais c'est la même chose que l'opposition d'aujourd'hui reproche au régime qui est en place. Nous, comme acteurs de la société civile, nous disons que c'est regrettable que l'on ait perdu une occasion
de montrer qu'on n'a rien à cacher. Une mission comme celle de l'Union européenne. D'ailleurs, quelqu'un dans notre groupe au CALCC disait toujours la mission de l'Union européenne ou de n'importe quelle organisation internationale peut ne pas venir. Je connais la manière dont ça se termine toujours. La formulation de leur rapport, c'est que les élections se sont généralement bien passées. Il n'y a pas eu de fraude grave où les résultats qui ont été proclamés ne sont pas... les déficits qu'on a observés ne sont pas de nature à modifier les résultats que l'on a proclamés. Ça a toujours été ça le langage des missions d'observation. En suivant le communiqué du gouvernement, les discussions étaient encore en cours. On n'avait pas conclu par rapport à la question avant la sortie médiatique de la chef de délégation. Oui, mais ils ont compris que tel que les choses avançaient, ça ne servait à rien. Ils se sont retirés. Et en se retirant, malheureusement, ça met en mal le gouvernement qui doit se justifier. Mais on aurait pu les laisser tout simplement. On aurait pu le laisser. Cette affaire dont on parle des valises satellitaires qui devraient être contrôlées, mais je ne sais pas ce que c'est que ce service. Mais la mission de l'Union européenne, ça vient dans un cadre diplomatique. Les relations sont régies par la Convention de Vienne. Quand ils viennent avec du matériel sur la voie diplomatique, on ne contrôle pas le matériel diplomatique. Bon, maintenant, il y a des technologies, c'est vrai. Même quand ça touche à la souveraineté d'un État, parce que là, on parle des élections. Malheureusement, c'est comme cela. Il faut que vous ayez vous-même la capacité de démanteler le système d'espionnage des autres. C'est à peu près... Regarde, les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu empêcher l'intrusion des hackers russes dans le processus électoral aux États-Unis. Et je pense que les États-Unis ont aussi tenté de faire cela. Mais tu n'as pas entendu, vous n'avez pas entendu que... Mais ça s'est fait sous la table, c'est pas oui, à ce niveau-là, c'est une guerre technologique. Vous devez avoir du matériel qui permet de protéger vos résultats. Si l'Union a supposé, hein, je ne confirme rien, je ne connais pas très bien le dossier, mais je me dis, si vous soupçonnez que les observateurs de l'Union européenne viennent avec du matériel qui va facilement pénétrer dans les circuits, dans les systèmes de la CENI, mais vous avez l'obligation de créer des garde-fous pour qu'on ne puisse pas pénétrer dans votre système, tout simplement. De toutes les façons, ce matériel est produit quelque part. Et c'est où? C'est en Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est l'intelligence des États-Unis avec l'Union européenne. Ne vous en faites pas. S'ils veulent bien contrôler, ils peuvent le contrôler à partir de la Corée du Sud. La Corée du Sud remet les puces à la CIA, et etc. C'est à peu près ça. Avant de vous accorder votre dernier mot, je vais quand même poser une question par rapport à la campagne électorale lancée depuis le 19 du mois passé. Les déroulements, selon vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous en pensez? Bien que l'engouement soit timide. Bon, la campagne en fait se focalise sur les présidentielles. En vérité, on aurait dû tout simplement dire à ce moment-ci, faisons seulement l'élection présidentielle ou tout au plus avec la députation nationale. Mais on voit que les candidats présidents, au moins ceux qui ont été sérieux dans leur ambition d'être président de la République, il y en a, selon moi, il y en a... Là, vous parlez des ralliements. Des gens qui se sont ralliés à d'autres. Oui et non, c'est-à-dire,
Il y a des gens qui n'ont pas rallié d'autres, mais qui ne se font pas entendre. Peut-être qu'ils ont minimisé la tâche, hein. Ils ne se sont pas très bien préparés, mais pour moi, ça c'est signe que ce n'étaient pas des candidats sérieux. Les candidats sérieux, on le voit, c'est Félix Tshisekedi, c'est Katumbi, c'est Martin Fayoulou. On sent que Mukwege a commencé à comprendre que c'est trop difficile, mais ce sont ces trois-là qui véritablement sont en campagne. On le voit, on le sent. Et la campagne va bon train. La tolérance y est. Jusque-là, il y a des attaques, parfois individuelles, que l'on doit regretter, mais ça débat. C'est bon. Il y a moins de violence pendant la campagne cette année que les années antérieures. Je crois que là, c'est... Ça, c'est pour le bien du pays. Je crois que là, c'était votre mot de la fin. Le mot de la fin que je dirais, c'est lié à cela. Nous, comme ouvriers du plan de Dieu, nous avons montré à la nation congolaise comment réussir à résoudre la crise en 2018-2019. Tshisekedi nous a écoutés et il a compris que pour que nous puissions passer le cap entre Kabila et lui, il fallait sécuriser Kabila. Cette affaire-là vient de très loin. Ça vient du Seigneur. Le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire maintenant. Tout ce que nous demandons. Vous avez bénéficié de notre conseil. Vous avez sauvé la nation. Maintenant, il y a une autre crise. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas, comme je disais au début, ce n'est pas une statuette, ce n'est pas une illusion. C'est le créateur de l'univers, celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui est l'intelligence et la sagesse suprême. Quand il vous dit « faites ceci », écoutez-le. Le problème que nous avons dans le pays, c'est que il y a trop de fanfarons qui parlent au nom de Dieu. Et ils parlent fort, se font entendre, mais ils savent bien qu'ils sont des escrocs. Alors quand ces gens-là parlent... Donc la nation est prophétique. Pardon? La nation est prophétique. Oui. Quand ces gens-là parlent et qu'on voit leur comportement, on remet en cause l'existence même parfois des dieux. Et surtout, son intervention dans la vie des hommes. Et pourtant, comme le Christ l'a dit, Dieu révèle ces choses, sa sagesse, aux petits et aux humbles. Merci beaucoup, M. Lada. Mesdames et messieurs, restez branchés sur nos antennes et surtout, prenez rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.